Deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi. Charles Mba, ancien ministre gabonais du budget et par ailleurs écrivain. Wadan Mahamoud, ancien diplomate, écrivain, vous aussi. Et Tibius Kofi, le troisième écrivain. Merci à vous trois d'être restés avec moi. L'Union africaine ne veut plus vivre de la générosité de ses partenaires habituels. Elle veut se prendre en charge. C'est une tasse qui est censée apporter cette autonomie financière, comme le montre ce sujet de la rédaction signée Marcel Faba-Maron. Le 18 juillet 2016, les chefs d'État africains, réunis lors du sommet de l'Union africaine à Kigali, au Rwanda, ont adopté le principe d'une taxe sur les importations pour financer l'institution panafricaine. Cette nouvelle taxe de 0,2% doit s'appliquer à toutes les importations des 54 États de l'Union africaine, à l'exception de certains biens de première nécessité, dont la liste reste cependant à être précisée. Le travail des experts sur cette taxation a permis de démontrer que son application permettrait de lever 1,2 milliard d'euros par an, de quoi financer l'Union africaine de manière sûre et régulière, puisqu'en 2017, le budget de l'organisation se chiffre à 781 millions de dollars, hors opération de maintien de la paix. Déjà, 10 États africains l'ont adopté. Nous avons pris le taureau par les cornes, nous avons chargé le président Kagame de nous faire des propositions et nous avons décidé que désormais l'Union africaine va assurer son autofinancement. C'est là où nous avons lancé la nécessité de consacrer 0,2% des importations du continent au financement. Il y a déjà 10 pays qui ont ratifié, qui ont mis dans leur loi de finances. Il y a d'autres pays qui ont pris des difficultés, nous sommes en train de discuter pour financer le balancement. Et ces 0,2% dépassent largement les besoins de financement de l'Union africaine. C'est pourquoi nous avons proposé que ça sera fait, qu'une partie de ces fonds soit mis à la BAD pour le développement. Pour l'heure, le budget de l'Union africaine repose à 73% sur l'apport des donateurs étrangers, à savoir l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et la Banque mondiale. Le reste du budget est théoriquement à la charge des États membres, mais les retards et les défauts de paiement entravent le bon fonctionnement de l'organisation. De ce fait, la dépendance financière de l'organisation africaine à ses financements extérieurs est souvent dénoncée. Toutefois, rien ne garantit que l'adoption de cette taxe soit effectivement suivie d'effet. En 2014, par exemple, une taxe sur les billets d'avion, les nuits d'hôtel et les SMS téléphoniques avait été adoptée. Ces idées ont été finalement abandonnées, faute de programme de mise en œuvre. Sur un budget d'à peu près 780 millions de dollars, dont les 3/4 sont financés par des partenaires internationaux. En quoi contribuent les Africains? 1 million de dollars pour la Guinée-Bissau, 10 millions par exemple pour le Sénégal. Il y a des pays comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria qui cotisent 10 millions de dollars. Même avec cela, il y a des pays qui traînent des arriérés de paiement. Et cela ne contribue en aucun cas à une situation d'autonomie financière si on veut aller dans ce sens-là. Il faut que chaque État s'occupe de ces cotisations, réduire le train de vie de l'organisation et ensuite appliquer les taxes sur les produits non africains. Lors de l'ouverture du 29e sommet de l'Union africaine tenu en juillet 2017 à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a dessiné les pistes pour le sommet de janvier 2018. Il s'agira en priorité de la mise en œuvre des décisions pertinentes prises lors du 10 sommet à la lumière du rapport présenté par le président rwandais Paul Kagame sur la réforme de l'Union africaine. Il a donc été préconisé d'aller vite dans l'application de la nouvelle taxe sur les importations afin d'éviter le sort qu'ont connu les autres réformes. Monsieur le ministre, nous l'avons vu dans la première partie de l'émission, deux éléments de réforme. Réduction du nombre de sommets de 2 à 1 pour faire des économies et l'instauration donc d'une présidence collégiale à la tête de l'Union africaine. Puis, la troisième réforme qui est annoncée, c'est celle donc de l'instauration de cette taxe, la taxe Kaberuka, 0,2% pour garantir l'autonomie financière de l'organisation. Que vous inspire cette taxe? Est-ce qu'elle sera efficace? La taxe peut être efficace. Oui. En réalité, c'est de la technique. C'est de la technique. Là, c'est de la technique. Nous, on dit, on a besoin de tant d'argent. Oui. Comment est-ce qu'on apporte cet argent? Moi, je pense que cette taxe est une facilité. C'est une facilité. Je dirais en plus que c'est une taxe sur les importations. Mais c'est ça. C'est-à-dire sur les produits non africains. Je pense que quand on dit ça, on dit en même temps qu'on n'a pas envie de se faire mal pour faire construire quelque chose de commun. Moi, j'aurais préféré... C'est important ce que vous dites. J'aurais préféré que les sommes à apporter à l'Union africaine soient des sommes dont les États décident qu'ils les prennent dans leur budget. D'accord? Faire référence à des importations de produits qui sont non africains, c'est continuer de maintenir l'idée qu'au fond,
on paye sur ce que les autres nous apportent, même si nous le payons. Mais peu importe, c'est de la technique, d'accord? Nos administrations, je pense à celles que je connais le mieux, sont organisées pour récolter ces taxes-là, et donc c'est assez facile de prélever les sommes qui sont nécessaires à la mission collective de l'Union africaine. Je ne me permettrai Cela pas, se fait déjà en Afrique centrale. Pour la CEMAC, il y a une taxe qui a été instituée pour financer le fonctionnement de la CEMAC. Là n'est pas la question. La question, c'est simplement, est-ce que le mécanisme est suffisamment structuré et suffisamment contraignant pour que les 0,2% effectivement arrivent dans les caisses de l'Union africaine? Là, je suis moins sûr, et d'ailleurs, le reportage le dit, tous les pays n'ont pas encore ratifié cette mesure. Il n'y a que 10 pays sur les 54 qui ont ratifié pour l'instant. Voilà. Et l'ancien ministre, moi je ne me permettrai pas de vous demander si le Gabon avait régulièrement payé ses cotisations. La réponse est oui. Mais très bien, ça honore votre pays, le Gabon. On nous annonce un budget. Je pense que la Côte d'Ivoire aussi a dû payer. Un budget 781 millions de dollars. C'était le budget 2017 de l'organisation. On nous annonce même des pays comme le Sénégal, le Nigeria payent 10 millions de dollars. Effectivement, vous pensez qu'on n'a pas besoin d'une taxe supplémentaire pour alimenter la caisse de l'organisation? Je ne dis pas cela. Je dis que ce choix-là veut dire quelque chose. C'est ça. D'accord? Ce choix-là veut dire quelque chose. Et le fait que l'on insiste quelque chose sur ce choix technique veut bien dire ce que je disais tout à l'heure. On dit on va prendre 0,2% des taxes sur l'importation de produits non africains. C'est ça. Enfin, bon, les pays pauvres qui ont peu de moyens... Et qui importent très peu de produits non africains. Qu'est-ce qu'on en fait, hein? C'est pas ça la question. Posons-nous réellement la question. Qui a les moyens et qui n'a pas? Est-ce qu'on fait ensemble quelque chose de commun? Ceux qui ont plus apportent plus et un barème doit être établi en disant, par exemple, au prorata de la population, par exemple, je ne sais pas, au PIB, des choses qui sont très simples et qui montreraient l'effort réel que chacun doit apporter à la collectivité africaine. Monsieur Ouadan Mahmoud, on ne peut pas parler de la question de l'autonomie financière de l'organisation sans se poser la question comment en est-on arrivé que l'organisation se soit laissée financer aussi longtemps par l'Union européenne? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est arrivé? L'ancien diplomate que vous êtes, dites-nous. Et c'est ce qui montre le problème et la nécessité de changer. Mais permettez-moi de citer un jeune président des Comores en 1976. Ali Swali disait un peuple qui ne maîtrise pas sa monnaie, qui ne contrôle pas ses banques, qui n'oriente pas le crédit, est un peuple qui ne peut pas se développer. Même s'il fait des constructions, des routes larges, c'est une illusion de développement. C'est en 1976. D'accord. Il avait 37 ans. D'accord. Donc, la problématique du deuxième chantier des réformes financières, j'estime qu'il faut défricher une possibilité d'apport des banques africaines, une possibilité d'apport des assurances, une possibilité de contribution des compagnies aériennes, une possibilité de contribution des sociétés d'hydrocarbures. L'idée d'une taxe sur les billets d'avion avait été émise il y a quelques années, mais elle a été vite abandonnée. La question, pourquoi Chirac nous a imposé que chaque billet émis en Europe, il y a une taxe qui est prélevée et qui sert à payer je ne sais quoi, alors que nous, Africains, on pourrait se donner une volonté politique, compter sur nos propres forces. Au lieu d'attendre les produits venant de l'extérieur pour les taxer, je pense qu'il y a lieu d'avoir une transparence de gestion des biens économiques, une volonté politique d'assainir les pouvoirs et à partir de là, qu'il y ait, comme disait le cher ministre, des mécanismes de contribution qui seront proposés sur la base de quote-part de chaque État et en fonction de son PIB. D'accord. Monsieur Tibus, Kofi, vous pensez qu'il y a le risque que cette taxe ne marche pas et que l'Union africaine retombe à nouveau dans la dépendance financière? Pour moi, rapidement, sans être expert en la matière, je suis ahuri
d'apprendre qu'une organisation comme l'Union africaine vive de la générosité de l'Europe, 15 ans après sa création. Ça veut dire que les chefs d'État africains n'ont même pas cherché à réfléchir, savoir quels sont les moyens qu'il nous faut pour créer une telle organisation. Maintenant, c'est le cas. Mieux vaut tard que jamais. Mais je ne peux même pas comprendre que des leaders politiques aient pu naviguer comme ça à vue. Deuxièmement, on note, même dans l'histoire même de l'Union africaine, comment où naît l'Union africaine, déjà elle hérite d'un passif financier de 40 millions de dollars, 40 milliards de dollars. Oui. L'OUA avait déjà une dette de 40 milliards de dollars. C'est bien ça. 40 milliards de dollars, que c'est noté. J'ai vu ça aujourd'hui dans l'histoire de l'OUA. Alors comment est-ce que des dirigeants peuvent déjà mettre en place une supra-organisation comme cela sans avoir fait une estimation financière? Qu'est-ce que ça va nous coûter? Quels sont nos moyens de régler ce problème? Alors, vous êtes ahuri, dites-vous, ça pose quel problème à vos yeux, le fait effectivement mais moi, personnellement, à mon seul niveau, sans avoir de l'argent, je vais aller en Suisse, je me demande, est-ce que j'ai le moyen? Je cherche mes moyens d'abord avant d'effectuer mon voyage en Suisse. Je vais aller créer telle entreprise, je cherche de l'argent. On nous apprend aujourd'hui que des chefs d'État africains ont créé une supra-organisation sans estimation financière. Ils n'ont pas d'argent, ils comptent sur l'Europe. Alors, on a un décideur politique avec nous, quelqu'un qui a participé donc à la gestion publique pendant de longues années. Dites-nous, monsieur le ministre, comment vivons-nous, comment viviez-vous ce pouvoir que vous donniez à l'extérieur de prendre en charge financièrement cette organisation continentale? Mais je crois que c'est comment en est-on arrivé là? Vous savez, moi je pense que quelqu'un a dit dans ce pays quelque chose de très intéressant. Je crois que c'est Édouard Balladur qui l'a dit. Oui. Il a dit quand les sentiments personnels se mêlent de la gestion de l'intérêt général, la catastrophe n'est pas loin. Il faut que nous mettions les sentiments personnels de côté. Je crois qu'il n'y a aucun mal, quand vous construisez votre maison, à ce que quelqu'un vienne vous dire j'ai quelques tôles, je peux vous les apporter. J'ai quelques chevrons, je vous les apporte. Il n'y a aucun mal à cela. Mais monsieur le ministre, non, c'est une réflexion dangereuse. Avant de construire ma maison, je vérifie d'abord pour voir si j'ai les moyens de construire cette maison. Je n'entreprends pas de construire une maison en comptant sur le voisin d'à côté. On va je ne suis pas d'accord. Mais c'est avec ce type de trucs qu'on met l'Afrique dans l'indépendance. Soyons déjà responsables. On n'a pas le droit de faire ça en comptant sur les Européens. On va laisser le ministre terminer et aller au bout de son argumentaire. Absolument. Le plan Marshall a été conçu pour qui? Pour reconstruire l'Europe. Qui l'a apporté? L'Amérique? Oui. Les Européens s'en plaignent? Non, ils se sont servis. C'est entre eux les Occidentaux. Une précision. Voilà, ils fonctionnent comme ils veulent. Une précision. Non, Richard, moi je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on apprenne à être indépendant, à être sérieux et responsable. Je voudrais juste terminer et dire que ce qui est important, c'est de constater qu'à partir d'un certain stade, la contribution externe est devenue si importante que nous ne nous sentons plus assez libres. Et à ce stade-là, vous n'ignorez pas que je suis dans l'opposition, mais je ne veux pas faire l'opposition tous azimuts. Nous ne sommes pas assez libres pour donner notre opinion et nous devons trouver les moyens pour établir les moyens de notre indépendance. C'est ça qui me paraît important. Je ne suis pas là pour... je ne cherche pas... Richard, pour moi, non, mais ce que dit le ministre... Attendez, nous sommes alignés nous-mêmes. Alors, ce que dit le ministre, ce que je comprends de l'argumentaire du ministre, c'est que ce n'est pas mauvais en soi d'être assisté, sauf d'être aidé, sauf que effectivement l'aide malheureusement a plongé l'organisation dans l'assistanat. Elle n'a pas peut-être su à un moment donné couper le cordon ombilical pour se prendre en charge. De faire une précision, monsieur le ministre, avec tous mes respects. Le plan Marshall a été élaboré, mais les Européens ont eu l'intelligence, en particulier les Français, de superposer le plan Monnet. C'est le plan Monnet de reconstruction de l'Europe qui a été le cheval de bataille du général de Gaulle. Donc, c'est pour dire que, c'est vrai, aucun État ne peut se suffire à lui-même. Je suis entièrement d'accord. Les Européens sont endettés aussi. Et même les États-Unis sont endettés vis-à-vis de la Chine. Je pense qu'il y a lieu de réfléchir. D'accord. Comment trouver une indépendance. Bien sûr, limitée dans l'ordre,
Quand je parle de l'ordre, c'est-à-dire avoir des gouvernements démocratiques et avec une gestion transparente. Parce qu'à partir de là, je prendrai l'exemple et je vais finir. S'il vous plaît. Je pense que quand vous me parlez de ce financement des États-Unis, est-ce la raison... De quel financement? Parce qu'on a parlé d'une part de contribution des États-Unis à l'Union africaine. Ah, tout à fait, bien sûr, oui, bien sûr. Oui. Demain, en 2018, les chefs d'État vont se réunir. Pendant que Donald Trump vient avec ce matraquage à chaque fois. On fait une ambassade à Jérusalem. Non, laissez-moi finir ma phrase. Je pense que nous ne pourrons pas rompre ce lien, ce cordon ombilical si nous restons toujours avec l'esprit d'attente de l'aide extérieure. Ce n'est plus le cas maintenant. C'est la solution qui est apportée maintenant. Pardonnez-moi, la question qui est posée est comment avons-nous pu vivre comme ça? C'est ça. Et ma réponse est nous avons vécu comme cela et c'est parce que nous avons considéré que ce n'était pas satisfaisant que l'on propose. Et je vous dis, la technique qui a été choisie n'est pas celle que je privilégierais. Mais je pense que l'essentiel, c'est que l'Afrique trouve les moyens de son indépendance financière. Mais je voudrais poser la question, pas poser la question, attirer l'attention de M. l'ambassadeur et de M. Kofi sur un point. Si vous regardez les budgets des États africains, combien serait viable sans l'aide budgétaire extérieure? Il faut que nous soyons attentifs à ce que certains sont des premiers 70% de l'aide extérieure. Encore une fois... c'est l'ancien ministre du budget qui parle. Monsieur le ministre, non. Non, mais attendez, il faut laisser déjà... C'est un discours de l'impuissance qui ne nous arrange pas. Moi, je pense que sur tel plateau, il faut produire un discours de l'espoir et la possibilité de l'Africain de se libérer vis-à-vis de l'Europe. Vous faites comme si c'était une fatalité, comme si on ne pouvait rien faire sans c'était blanc. Je suis désolé, il est attesté que l'Afrique a les 3/4 des richesses du monde. Au nom de quoi un continent petit pour tant de richesses et est toujours à la traîne? On n'a pas besoin. Les cerveaux qu'ils ont, on a le même cerveau qu'eux, on a les mêmes yeux qu'eux. Dieu nous a créés de la même manière. Au nom de quoi l'Europe doit toujours nous venir en aide alors que nous avons les mêmes capacités qu'eux? Mais vous avez tout à fait raison. Refusons la dépendance. Ce que je veux vous dire, c'est que au moment où nous disons nous refusons la dépendance, il faut que nous soyons capables de tenir ce discours. Mais on est capable, nous avons de l'argent, nos cherchons pas distribués, monsieur le ministre. Je vous en prie, donnons espoir à la nouvelle génération d'Africains. J'ai envie d'apporter ma modeste contribution à ce débat-là et éviter qu'il y ait une mauvaise appréciation. Je suis d'avis que l'aide extérieure est nécessaire. Allez-y très rapidement. Oui. On n'a pas ce temps, malheureusement, dans cette émission. Oui. Je prends un exemple. C'est ce que je dis. Allez-y très rapidement. Monsieur le ministre, en 1972, la Chine ne représentait rien sur le plan économique. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui, plus de 30 ans, il a sorti plus de 700 millions d'êtres humains dans la pauvreté. Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je pense, modestement, qu'il y a lieu de repenser le mode de gestion des États africains. Absolument, la gouvernance. Et à partir de là, bâtir une nouvelle donne et l'aide internationale sera un appoint. Et la gouvernance locale, justement, la gouvernance... La transparence et la gouvernance. C'est l'aide internationale qui plombe notre développement. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous donner totalement raison. En 1950, le Cameroun et le Ghana contribuaient, aidaient la Corée du Sud. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? 50 ans. Pour quelle raison? Pour quelle raison, monsieur le ministre? Excusez-moi, il y a la pub derrière. Je propose qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de Politicien. Votre rendez-vous politique, à tout de suite. Non, monsieur Minala, je ne vous laisserai pas, hein, sur ce terrain-là. Non, mais je voudrais que vous ne me laissiez pas. Je vous laisse.